Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui est dédié à la présentation des résultats des deux études prospectives portant sur les métiers d'agents spécialisés des écoles maternelles, les ASEM, et de responsables de vie scolaire, les RVS. Je suis Nicolas Schmitt et je suis le chef de projet à l'Observatoire d'Acto et je vous accompagnerai tout au long de cette session. Alors, quand je vois que vous êtes en train de vous connecter, ceci dit, donc avant de commencer, quelques considérations techniques. Comme vous l'avez remarqué, vos caméras, vos micros sont désactivés afin de garantir la qualité de la diffusion. Vous êtes nombreux aujourd'hui et de plus en plus, donc je vois que vous vous connectez, c'est formidable. Le fil de conversation, lui aussi, est désactivé, mais vous pouvez bien sûr poser vos questions à tout moment à l'aide du bouton questions-réponses, petit bouton en Q et R que vous voyez sur la barre supérieure de votre écran. Vos questions seront soit regroupées puis relayées à l'oral aux intervenants un peu plus tard, dans un temps dédié, soit traitées directement par écrit par Evelyne Sorowski, déléguée à l'interbranche qui est rattachée à Acto, ou par Aurélie Delgoff, responsable du développement des compétences à la FNOGEC. Alors, pour en venir à notre sujet principal, la démarche d'étude a été initiée par l'interbranche des établissements d'enseignement privé, alias EEP, qui a confié sa réalisation au pôle observatoire d'Acto en partenariat avec le cabinet Catalyse. Alors, pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Cédric Bertrand, qui est président de la CPNEFP-EEP, qui est également responsable de vie scolaire dans la vie de tous les jours. Également Michel Coirier, qui est la vice-présidente de la même CPNEFP-EEP, qui est, elle, par ailleurs, chef d'établissement. Nous recevons également Stéphane Gartner, qui est directeur du bureau strasbourgeois du cabinet Catalyse. Et enfin, Sandra Larolle, qui est responsable du pôle observatoire d'Acto. Alors, pour les ASEM, l'ambition est de mieux reconnaître et promouvoir la profession, de valoriser les compétences spécifiques de ces personnels que vous savez essentiels à la vie des écoles maternelles et de construire des trajectoires qui sont à la fois claires et sécurisées. Pour les RVS, il s'agit cette fois-ci de clarifier les rôles et la nomenclature au sein de la vie scolaire. Vous verrez, il y a parfois des confusions à ce niveau-là. Affirmer aussi la spécificité et la richesse de ce métier d'encadrement et de pilotage et ouvrir des perspectives de formation et de certification adaptées. Michel Coirier, bonjour. Vous êtes vice-président de la CPNEFP-EEP. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur les contextes de cette étude? Pourquoi est-ce qu'elle a été confiée aussi à l'Observatoire d'Acto? Oui, bonjour à tous. Depuis 10 ans maintenant, l'Interbranche a à cœur Je vois qu'il y a un petit couac mon technique. micro. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, excusez-moi. Depuis plus de 10 ans maintenant, l'Interbranche a à cœur de professionnaliser les métiers que l'on trouve dans notre branche. Après tout le travail qui a été réalisé pour les formations des éducateurs de vie scolaire, pour les coordinateurs de vie scolaire, mais aussi attachés de gestion, pour mémoire, on a préparé et prévu et mis en place un certain nombre de CQP, nous nous tournons vers d'autres métiers. Ainsi, l'Interbranche a initié cette année avec le pôle observatoire d'Acto et le cabinet Catalyse une étude pour permettre de mieux connaître le métier d'ASEM notamment. Pour les ASEM, nous avons l'ambition très forte de mieux reconnaître, de promouvoir la profession pour valoriser les compétences spécifiques de ces personnels qui sont essentiels et vitaux pour les écoles maternelles. Il nous faut construire des parcours de formation qui permettent une évolution dans les carrières et ainsi éviter le turnover, parce qu'il y en a beaucoup parfois, que l'on trouve dans certaines écoles. L'interbranche a donc le souhait très fort de faire évoluer ce métier qui est une aide indispensable à l'enseignante en école maternelle. Dans le même temps, nous avons travaillé de façon similaire sur les missions des responsables de vie scolaire, en essayant également de bien positionner ce poste dans un établissement scolaire. Une fiche métier est réalisée de la même façon. La branche réfléchit également au développement de toutes les compétences pour ce métier de RVS. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, question que je pose à moi-même cette fois-ci, c'est alors, comment est-ce que les études ont été réalisées? Alors, point de vue un peu méthodologique, néanmoins important. Alors, le pôle observatoire d'Acto a d'abord mandaté le cabinet Catalyse. Les études ont débuté par une phase d'observation très approfondie qui a permis de dresser un état des lieux complet pour chacun des métiers. Il s'agissait bien sûr de mieux connaître les salariés, en particulier leur profil, leur parcours, leur mission, leur réalité professionnelle. Bien sûr, de connaître leur environnement de travail, puisqu'ils font partie aussi d'un écosystème.
Il s'agissait aussi d'analyser l'offre et les besoins en formation, notamment leur adéquation ou leur inadéquation, pardon, et d'identifier les besoins en recrutement et les profils recherchés. Ce sont des éléments qui vous seront apportés tout à l'heure, l'éclairage de Stéphane Gartner. Alors cette phase descriptive, évidemment, nous sommes allés bien au-delà. Elle a été enrichie par une vision prospective construite autour de 5 facteurs majeurs d'évolution qui vous seront présentés tout à l'heure également. Des pistes d'action, bien sûr, des stratégies ont été définies ensuite pour renforcer l'attractivité de ces métiers, pour mieux les faire connaître aussi, et valoriser les parcours professionnels et accompagner leur évolution. Là aussi, nous y reviendrons dans un second temps. Comme vous le voyez sur la slide qui vient d'être projetée, en fait, sur les éléments méthodologiques, les travaux ont démarré en janvier cette année, et donc ils ont rythmé toute l'année. Donc là, ils ont pris quasiment toute l'année, comme je le disais. Ils s'appuient en fait surtout sur 3 enquêtes en ligne qui ont été réalisées voilà, auprès des personnes concernées, hein, des ACM, des RVS, des chefs d'établissement, des responsables de ressources humaines. Ces enquêtes en ligne, elles ont bien sûr été complétées par pas moins de 45 entretiens qui ont été réalisés avec ces mêmes personnes et aussi auprès de vos représentants de l'interbranche dont nous avons du coup l'honneur de leur présence. Alors ces enquêtes, ces entretiens, pourquoi est-ce qu'elles sont réalisées? Tout simplement pour garantir la représentativité, la pertinence de l'étude et surtout son ancrage dans le réel. Il ne s'agissait pas de faire une réflexion hors sol. Donc bon, pour moi, évidemment, pour l'Observatoire d'Apto et tous les acteurs qui animent aujourd'hui ce webinaire, c'est l'occasion idéale de remercier de vive voix l'ensemble des participants à l'étude qui ont donné voilà, toute cette dimension humaine. Alors, ces études, je vous l'ai dit, elles vont au-delà d'un simple diagnostic, puisqu'elles conjuguent en fait à la fois la rigueur d'analyse par les éléments méthodologiques et des ambitions stratégiques aussi qui sont liées voilà, à des axes de développement de la branche. Le tout pour proposer des actions qui sont concrètes, des actions d'accompagnement et de développement des compétences qui sont en lien avec, comme je le soulignais un peu tout à l'heure, les transformations sociales, technologiques, économiques, juridiques et environnementales. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter Stéphane Gartner, directeur du bureau strasbourgeois du cabinet Catalyse, à vous présenter les principaux enseignements de ces études. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis directeur du bureau de Strasbourg de Catalyse et donc j'avais en charge la réalisation de ces travaux, donc de ces deux études menées en parallèle sur ces deux métiers de RVS et d'ASEM. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par les résultats de nos travaux relatifs au métier d'ASEM. Alors, que ça soit pour ASEM ou que ce soit pour RVS, on va avoir la même structure de mes propos, c'est-à-dire un point sur la situation actuelle, un point sur les facteurs d'évolution dont parlait Nicolas. Ensuite, on regardera, on mettra une focale sur l'offre et les besoins en formation, et on terminera par les besoins en recrutement. Alors, la situation actuelle du métier aujourd'hui, donc le métier d'agent spécialisé des écoles maternelles, il est exercé par environ 19 000 salariés en 2022. Ça représente à peu près 18% de l'effectif de l'interbranche. Et si on regarde la répartition géographique des effectifs, on constate que 3 régions, que sont la Bretagne, le Pays de la Loire et puis Auvergne-Rhône-Alpes, regroupent un peu plus de 50% des effectifs. Donc il y a une surreprésentation puisque ces 3 régions pèsent 40% des effectifs totaux. Pour vous donner quelques éléments de repère, quelques chiffres clés, sans surprise, ce métier est principalement exercé par des femmes, donc 95% des ASEM sont des femmes. Constate que c'est un métier qui est fortement exercé via du temps partiel, donc 3/4 des ASEM sont à temps partiel. Et puis 70% des ASEM ont effectué une reconversion professionnelle. Ça, c'est intéressant aussi de se le noter. Elles sont issues de métiers assez diversifiés. Alors, le point commun avec les métiers exercés auparavant, c'est le contact humain. Donc, ça peut être plus ou moins proche de l'environnement, on va dire, scolaire et de l'enfance, parce que il peut y avoir un métier comme auxiliaire de puériculture, AESH qui a pu être exercé, mais on voit qu'il y a aussi des profils plus lointains, c'est-à-dire des personnes qui ont travaillé plutôt dans le commerce, dans la restauration, et donc le point commun finalement qu'on voit à tout cela, c'est ce côté contact humain qui est important. Alors,
les activités principales des ASEM, ce que je vais vous présenter n'est pas hiérarchisé en termes d'importance de l'activité, mais finalement, on dénote 5 activités principales. Première activité que je voulais citer, c'est le fait d'accompagner les élèves dans l'hygiène et l'autonomie. Donc ça, c'est un premier point. Il y a également assurer l'accueil et ensuite l'accompagnement des élèves tout au long de la journée. Le fait de contribuer à la sécurité des élèves, alors selon le périmètre qui aura été évidemment établi, et puis entretenir les matériels et les espaces pédagogiques. Et évidemment, au cœur de tout ça, il y a le fait d'assister l'enseignant dans les missions éducatives au quotidien. Alors, ce point est important parce qu'on a vraiment une notion là, de binôme entre l'ASEM et l'enseignant qui existe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des configurations qui peuvent être différentes selon les établissements. Somme toute, on constate, on a mené, comme le disait Nicolas, une enquête en ligne, que dans 2 tiers des cas, le binôme ASEM-enseignant est constant dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un binôme qui fait l'ensemble de l'année scolaire, mais on constate aussi qu'il peut y avoir des différences selon les établissements. Et là, je vous affiche les activités principales, mais c'est vrai qu'il y a des activités complémentaires. C'est lié à la problématique du temps partiel qu'on évoquait précédemment. Et donc, c'est souvent des missions qui sont en lien avec le périscolaire. Ça va être de la garderie en premier lieu, mais ça peut être aussi de l'aide sur le service à la cantine. Ça peut être aussi de l'étude pour le soir, de l'aide aux devoirs. Et puis, ça peut plus ponctuellement être de la surveillance, de l'animation de centres aérés. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi d'autres missions qui peuvent être confiées, qui sont variées et qui sont au-delà différentes du périscolaire. Ça peut être du nettoyage et de l'entretien de locaux ou d'espaces verts. On a aussi vu des cas avec du secrétariat, voir si la personne a des compétences, même quelques éléments en termes de comptabilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui attire finalement et fait rester les salariés dans ce métier au sein de la branche, c'est vraiment cette appétence pour le travail avec les enfants. C'est aussi cette notion de transmission qui est fortement mise en avant. Alors, concernant les facteurs d'évolution, on en a relevé 5, et là aussi, il n'y a pas de notion de hiérarchisation de ces facteurs d'évolution. Premier que je voulais mettre en avant, c'est le renforcement des responsabilités. On vient de parler du binôme ASEM-enseignant, et c'est vrai que ce binôme prend de plus en plus de poids, et il y a de plus en plus finalement une tâche qui est confiée aux ASEM sous forme d'assistant éducatif, un rôle pédagogique qui est renforcé. On a aussi une croissance du nombre de tâches qui sont non cœur de métier. Et puis, on a aussi un sujet sur le tutorat pardon, des stagiaires. Et c'est en fait, il y a une plus grande implication, une implication de plus en plus fréquente dans le tutorat de stagiaires, voire parfois, il y a aussi cette notion de remplacement des enseignants en cas d'absence. Autre point, c'est une attente de plus forte reconnaissance de la part des ASEM. C'est vrai qu'il y a une valorisation à la fois salariale et statutaire, on va dire, qui est assez inégale suivant les établissements. Et il y a aussi des conditions de travail qui peuvent être jugées précaires ou contraignantes. Ce qu'on entend par là, c'est que, on l'a évoqué, il y a du temps partiel. C'est un métier qui aussi physiquement peut être dur, puisque vraiment c'est un métier qui est soumis à tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, donc c'est un métier qui est assez éprouvant aussi. Et donc il y a un sentiment global d'un déficit de reconnaissance professionnelle pour ce métier d'ASEM. Ensuite, les éléments qui vont pousser à ces facteurs d'évolution, il y a 2 éléments que je vais évoquer à la suite, c'est à la fois les familles et puis les élèves. Alors, il y a effectivement une évolution des attentes et du comportement des familles. Les familles, il y a une application qui est de plus en plus forte, c'est-à-dire qu'elle demande de plus en plus de renseignements, d'informations auprès des enseignants et des ASEM, et donc les ASEM doivent communiquer de plus en plus auprès de ces profils. Donc, il y a ces notions de communication qui sont mises en avant. On a aussi des restrictions et des interdictions croissantes. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait que certaines familles ne souhaitent pas que les ASEM accompagnent les élèves dans les toilettes, par exemple. Et puis, il y a aussi une posture qu'on pourrait juger de clientéliste
finalement des familles. Et donc tout ça fait qu'il peut y avoir aussi à des moments certains conflits. Et donc en matière de compétences, c'est vrai que les ASEM doivent se doter de compétences en communication, en médiation, en gestion des conflits dans un certain nombre de cas. Et par la suite, de manière presque logique et continue, il y a une évolution des profils et des comportements des élèves. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 sujets, hein, finalement. Il y a l'inclusion qui est croissante. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'intégration d'élèves qui peuvent avoir des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention. On peut aussi avoir des élèves en situation de handicap qui intègrent les classes. Donc, pour les ASEM, il y a une nécessité d'avoir des techniques spécifiques pour les approcher en termes pédagogiques, on va dire. Et puis, il y a une évolution aussi du rapport à l'autorité, tout simplement, qui fait que il faut aussi avoir des nouvelles compétences pour les ASEM. Et puis, il y a une plus grande difficulté de concentration des élèves. Et donc ça, ça nécessite aussi de travailler sur des techniques d'éveil pour les élèves. Dernier point dans ces facteurs d'évolution, l'évolution des normes et des réglementations. Pour le coup, là, il y a des évolutions de normes et de règles d'hygiène. Donc là, on parle effectivement de qualité de l'air, mais on parle surtout aussi de réduction de l'usage de produits qui peuvent être avec un certain nombre de produits chimiques pour le nettoyage des classes. On a aussi de l'évolution des normes de sécurité. Et là, on a les dispositifs, les plans anti-intrusion, les dispositifs de sécurité renforcés, etc. Et puis, ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure, la problématique des troubles musculo-squelettiques et donc des préventions qui sont mises en place avec notamment des contrôles de la médecine du travail sur le sujet et des formations aussi qui peuvent exister pour travailler sur des gestes et postures pour les ASEM. Alors, ensuite, sur les offres et les besoins en formation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont évoquées. Il y a la gestion des élèves difficiles, qui est un point important dans les besoins en formation. Il y a le sujet qu'on a évoqué de l'inclusion et du handicap. Et puis, il y a le développement d'animation sur les temps périscolaires. Donc ça, c'est des thématiques. Et la dernière, pardon, les premiers secours. Voilà. Donc ça, c'est des besoins qui ont été remontés soit sur nos travaux, hein, auprès à la fois, comme le dit Nicolas, des salariés, donc des ASEM, mais aussi des chefs d'établissement. Deux données statistiques intéressantes. 94% des ASEM estiment que leur périmètre d'activité n'a pas évolué ou en tout cas n'est pas en cours d'évolution, donc c'est une très très grande majorité. Et 61% des établissements ont récemment envoyé leurs ASEM en formation, malgré un certain nombre d'obstacles. Les obstacles qu'on peut identifier, c'est les difficultés à remplacer l'ASEM pendant qu'elle est en formation. Ça pose souci dans l'organisation de l'établissement. Parfois, il y a aussi la distance vis-à-vis du lieu de formation. Parfois, on peut aussi retrouver le coût de la formation. Voilà, c'est ces éléments-là qui vont être les facteurs de frein. Mais on voit qu'il y a comme 60% des établissements qui ont envoyé du coup leur ASEM en formation. Dans les formations, il y a des formations longues qui peuvent être initiales ou continues. On a le CAP accompagnement éducatif petite enfance, AEPE, le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, et puis le titre pro assistant de vie familiale, de vie aux familles, pardon. Et puis sur les formations continues, notamment les formations courtes, on en a un éventail assez large au final et on a par exemple la prise en charge des élèves, l'inclusion et l'accompagnement des élèves à besoins particuliers, premiers secours, etc. Donc voilà ce qui nous donne ces offres de formation. Et puis sur les besoins en recrutement, on a estimé le besoin en recrutement. Il est d'à peu près 4000 salariés sur 3 ans, ce qui représente un renouvellement de 7% de l'effectif. Et ça, c'est dû à l'évolution naturelle des carrières, c'est-à-dire c'est les départs en retraite et ça peut être de la mobilité interne. Tout ça, bien sûr, dans un objectif où on se dit qu'il y a un maintien d'un niveau d'activité qui est plutôt stable. Dernier point sur le sujet des ASEM, quelles sont les compétences recherchées? Les 4 principales compétences, c'est la prise en charge et l'accompagnement des élèves, l'animation et la pédagogie aux côtés de l'enseignant, on retrouve cette notion là, de pédagogie, l'entretien et la maintenance du matériel et des locaux, et enfin l'organisation du travail. En matière de profils recrutés, des profils évidemment qui ont une appétence pour travailler avec des enfants,
des personnes qui peuvent être titulaires du CAP accompagnement éducatif petite enfance, c'est l'ex-CAP petite enfance. Et enfin, dans certains établissements, on peut avoir un besoin sur une maîtrise d'une langue supplémentaire. Ça peut être le basque, l'anglais, le breton, etc. Voilà pour ce premier métier analysé, qui est le métier d'ASEM. Et donc, je vous propose de faire le même exercice pour le métier de RVS. Alors, pour le métier de RVS, la situation actuelle, c'est un métier qui est exercé par environ 2000 salariés en France en 2022. Comment cela se répartit géographiquement? Là, on voit que le poids est fortement concentré en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a 43% des salariés sur ces deux régions, alors que ces deux régions pèsent 30% des effectifs. Pour vous donner quelques éléments là, de chiffres clés de points de repère, là on voit qu'on est sur un équilibre beaucoup plus, on est sur un vrai équilibre entre hommes et femmes, avec 52% des RVS qui sont des femmes. Et là, on a complètement inversé la tendance par rapport au métier d'ASEM. Là, on est sur 78% des RVS qui, eux, sont sur des temps complets. Ça se traduit par ailleurs par un fort taux de CDI. On est à 96% de contrats en CDI pour les RVS, avec 70% qui ont un statut de cadre. Ce qui est intéressant de noter, là, quand on fait une analyse aussi sur l'âge des RVS, on voit que les moins de 30 ans sont peu représentés. 5% des RVS ont moins de 30 ans, quand ils pèsent 15% des effectifs de l'interbranche. Là, on voit qu'il y a une vraie différence qui est due aux besoins d'expérience, notamment pour exercer ce métier. Alors, de la même manière, on va pouvoir parler des activités principales du RVS. Finalement, le responsable de vie scolaire, il est en charge de quoi? Il est en charge d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de la vie scolaire. Il est en charge finalement d'encadrer les différents intervenants de la vie scolaire, et puis de superviser une équipe qui va être composée notamment d'éducateurs de vie scolaire, les EVS, et les coordinateurs de vie scolaire, les CVS. Alors, au final, les activités principales, c'est d'être responsable de la gestion, du suivi et de l'accompagnement des élèves. Il y a la notion d'assurer le lien avec les parties prenantes extérieures. Ce que j'entends par parties prenantes extérieures, c'est les responsables légaux, et d'un côté, et puis aussi les autres organismes extérieurs. Ça peut être des organismes de formation, ça peut être la police municipale, ça peut être des associations, ça peut être le rectorat. Voilà, c'est ce type de structure que j'ai en tête. Et puis, autre point, c'est d'organiser l'espace scolaire et la gestion du temps. Et enfin, d'encadrer et de manager le service de vie scolaire. D'ailleurs, l'enquête qu'on a menée, on avait demandé en moyenne combien de personnes étaient encadrées par un RVS. Un RVS encadre en moyenne 7 personnes au sein de son équipe. Et on voit là, quand je vous parle de parties prenantes externes et quand j'évoque le fait là d'organiser l'espace scolaire, d'assurer aussi un certain nombre de tâches de gestion, de suivi, etc., on voit bien que le RVS, il a une position clé finalement au sein de l'établissement. Il a une vision large du fonctionnement de l'établissement, de la coordination qu'il doit y faire. C'est vraiment, si je peux me permettre, c'est un engrenage ou une rotule au sein de l'établissement. Et d'ailleurs, c'est aussi une partie de ce qui attire un certain profil dans ce métier et le fait de rester dans la branche, c'est évidemment cette dimension humaine, ces interactions avec les élèves, les interactions avec les équipes pédagogiques, le fait qu'on a une vraie diversité de missions, on a le suivi des élèves, la gestion de budget, du management d'équipe, du montage de projets, puis il y a une certaine autonomie finalement et des possibilités d'initiative qui font que c'est assez intéressant d'être positionné sur ce métier d'RVS. Alors, sur les facteurs d'évolution, de la même manière, on en a identifié 5. Là aussi, il n'y a pas de notion de hiérarchie entre ces facteurs d'évolution. Premier facteur d'évolution que je voulais mettre en avant, c'est le renforcement des responsabilités. Il y a une évolution
finalement du champ d'action du RVS. On n'est pas sur un surveillant général, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, et c'est ce qu'on vient d'évoquer quand on parle des différentes tâches qui lui sont confiées. On a du coup des liens renforcés avec les interlocuteurs à la fois internes et externes. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce métier de RVS, il y a un vrai développement dans les plus petits établissements, mais également dans les établissements primaires. Donc ça, c'est une évolution qu'on a pu constater. Autre évolution, c'est l'usage renforcé des outils numériques et on peut en parler à deux égards différents finalement. Le premier, c'est le développement des outils numériques et de la digitalisation des établissements. Ça va conférer finalement une informatisation de l'enseignement, une instantanéité des échanges. Il y a un enjeu aussi du coup de déconnexion. Et tout ça, ça va conférer aussi une augmentation de la charge de travail administrative, si je puis dire. Puis de l'autre côté, on a l'usage du téléphone par les élèves, et ça, il y a une nécessité de travailler sur son encadrement et aussi sur la sensibilisation aux risques qui peuvent être induits par notamment le téléphone, mais surtout par le digital. Comme pour le métier d'ASEM, là, on a un focus qui va être fait sur les évolutions des attentes et du comportement des familles, puis des élèves. Alors, sur le côté évolution des attentes et du comportement des familles, c'est vrai qu'on a une défiance qui peut être accrue et on a un contrôle des familles là, qui se développe. Du coup, ça va générer des tensions, voire des conflits avec les équipes de vie scolaire. Et c'est vrai que là, il y a des besoins de formation et en tout cas des besoins de compétences sur les sujets de la médiation, finalement, pour les équipes de la vie scolaire. Et puis, les familles sont avec une posture clientéliste, finalement, vis-à-vis de l'école. Voilà, ça, c'est des évolutions importantes. Et puis, sur les profils, l'évolution des profils et des comportements des élèves, un petit peu, on pourrait dire que ça va en cascade finalement, cela. Hein. C'est le fait que du coup, il y a aussi un manque de respect accru et envers le personnel scolaire. On va aussi avoir des bases éducatives qui ont été fragilisées suite au Covid. Il peut y avoir des bases qui n'ont pas été bien assimilées. Il peut y avoir un certain décrochage par certains. On a aussi, comme on a pu le voir pour ASEM, finalement cette notion d'inclusion. Et donc, du coup, il y a une nécessité aussi de gestion des différents profils finalement qui sont dans les établissements. Ça veut dire qu'il faut travailler sur de l'individualisation des parcours. Ça veut dire qu'il faut avoir un suivi suivi des besoins individuels qui doit être beaucoup plus fin. Donc ça, c'est aussi des choses qui doivent être travaillées. Et puis, il y a aussi une prise en compte croissante de la santé mentale avec dans de nombreux rectorats ce notion de santé mentale qui est mis qui est érigé finalement en priorité par de nombreux rectorats. Dernier point sur ces facteurs d'évolution, l'évolution des normes et réglementations. On va avoir finalement une judiciarisation des relations avec les familles et les élèves, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir ça va nécessiter d'avoir un certain nombre de traces écrites. Ça veut dire que les contacts physiques doivent être encadrés. Ça veut dire qu'on a une plus forte obligation de communication. Voilà, ça, c'est des impacts très, très, très concrets. Et puis, on va aussi avoir une évolution du cadre réglementaire et organisationnel. Ça veut dire ça, le sujet des règlements intérieurs. On peut avoir aussi le projet d'école. On va avoir la sécurité et la prévention. Enfin, il y a tout un cadre de réglementation et de normes qui évolue finalement sur ces métiers. Si on en vient à l'offre et les besoins en formation, les besoins en formation, ils sont multiples finalement. Alors, on a une vision qui peut ne pas être exactement la même entre les salariés et les établissements. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un consensus sur le sujet du management et du pilotage d'équipe. Ça, pour le coup, tout le monde le met en priorité. Ensuite, les salariés mettent plus en avant, par exemple, le sujet de la formation au droit et à la réglementation. Et ils mettent aussi en avant un certain nombre de besoins en formation sur les outils numériques. Là où les chefs d'établissement insistent fortement sur le sujet qu'on pourrait mettre dans le bien-être des élèves. J'intègre dans ces éléments-là la santé mentale de l'adolescent, le harcèlement. Et c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels les chefs d'établissement insistent fortement. Alors, deux chiffres clés comme précédemment. Pour le coup, 3/4 des RVS estiment que leur périmètre d'activité n'a pas évolué ou n'est pas en cours d'évolution.
et un peu plus de la moitié, 51% des établissements ont récemment envoyé leur RVS en formation. Ce qui est important de se dire, c'est qu'on a un nombre important quand même d'RVS qui accèdent à la fonction via de la mobilité interne. Donc, ils ont été éducateurs de vie scolaire, ils ont pu être CVS également, et puis du coup, bah, ils montent dans la hiérarchie finalement. Et ces profils, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une formation spécifique pour exercer le métier. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'accéder à de la formation continue sur ces fonctions. Les formations qui existent, on a sur les formations longues, initiales ou continues, relevé trois formations principales. Le titre à finalité professionnelle, coordinateur opérationnel dans les établissements éducatifs scolaires et ou de formation. Le CQP, coordinateur de vie scolaire. Et puis le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, avec le parcours spécifique encadrement éducatif. Et puis, sur la formation continue courte, on a un éventail assez large de formations. Et donc là, ça peut être par exemple la prise en charge des élèves et de leurs problématiques, le management d'équipe, les formations généralistes à l'utilisation des outils numériques, etc. Pour finir sur le métier de RVS, le besoin en recrutement. Besoin en recrutement sur les 3 prochaines années, on l'estime à peu près 400 salariés, à peu près 7% de l'effectif actuel. Pour rappel, c'est lié à l'évolution naturelle des carrières, départ en retraite, mobilité interne, tout en souhaitant un maintien finalement de l'activité de manière stable. Et donc, quelles sont les compétences recherchées? Les compétences recherchées, le top 5, c'est communication, prise en charge des élèves, management d'équipe, organisation et pilotage d'activité. Donc, on les a hiérarchisés par rapport aux retours qu'on a eus. Et puis, sur les profils recrutés, la majorité des RVS, ils ont en fait exercé ces RVS auparavant un métier en lien avec les élèves. Ils sont finalement recrutés avec des formations qui peuvent varier de bac à bac plus 4. Et puis, en complément de la formation initiale, il y a quand même 62% des répondants qui ont une certification, une qualification qui est spécifique au métier de la vie scolaire. Voilà, je m'en arrête là pour la présentation. Merci beaucoup Stéphane pour votre intervention qui, en demeurant, on l'a vu, riche d'enseignements et qui nous permet du coup de mieux connaître ces métiers, leurs enjeux et leurs perspectives. Alors juste avant d'introduire le temps d'échange pour répondre à vos questions, je voulais insister aussi sur le fait que la présentation qui vient de vous être faite est plutôt synthétique, elle convient à un format webinaire et que l'ensemble des points abordés, qui ont été abordés par Stéphane, est bien développé dans les différentes thématiques, dans les différentes parties des livrables de l'étude. Nous vous indiquerons évidemment tout à l'heure, en fin de webinaire, où trouver ces fameux livrables de l'étude. Alors, je reviens du coup sur le temps d'échange. Alors, n'hésitez pas, comme je le disais en début de webinaire, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'entendre cette possibilité de poser vos questions-réponses dans l'onglet qui s'affiche en haut du coup de votre écran, un Q esperluette R, donc Q et R. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous poser toutes les questions. Alors, pour susciter peut-être voilà, dans l'attente en fait de vos questions, je vais en adresser quelques-unes en fait à Michel Coirier et Cédric Bertrand. Et je vous le rappelle, du coup, président de la CPNEF-PE-EP. Et je vais poser une première question à Michel Coirier, qui est très simple, qui est quelle est la différence en fait entre un ASEM et un ATSEM? Oh, c'est tout simple. Un ATSEM, c'est quelqu'un qui travaille dans un établissement scolaire et qui est donc agent territorial, donc dans le public. Et un ASEM travaille dans une école primaire, maternelle privée. Voilà, tout simplement. C'est bien ce que je signifiais. Effectivement, la réponse était tout aussi simple que la question. Merci Michel Coirier. Du coup, pour logique un peu de parité, Cédric Bertrand, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous expliciter en fait les différences entre les missions d'un coordinateur de vie scolaire, ce qu'on appelle couramment un CVS, et puis les missions d'un responsable de vie scolaire que Stéphane a développé tout à l'heure? Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors, la différence entre donc CVS et RVS,
La première chose qui nous saute aux yeux, c'est la dénomination. On a d'un côté un coordinateur de vie scolaire et de l'autre côté un responsable de vie scolaire. Et donc, la différence, elle se fait au niveau du quotidien. Donc, le coordinateur de vie scolaire, lui, il va piloter le quotidien. Donc, il va gérer les plannings, les absences, il va faire un suivi des élèves. Et il va animer accessoirement une équipe de vie scolaire. Et le RVS, lui, il a plutôt un rôle ou une vision un petit peu plus globale. Il va superviser donc les CVS, tout le service de la vie scolaire. Il va aussi participer à la politique éducative et il a aussi un rôle de ressources humaines dans ce qui est pour construire une équipe de vie scolaire. Et il va aussi travailler main dans la main avec le chef d'établissement. Donc, pour résumer et synthétiser ce que je viens de dire, le CVS, lui, il coordonne les actions et le RVS, lui, il est dans le pilotage et la stratégie de la vie scolaire dans l'ensemble de l'établissement. Ok, merci. Merci Cédric et Bertrand. Je vous avais aussi une question dans la continuité. On a vu au cours en fait, des travaux d'études qu'on a réalisés tous ensemble que le RVS est souvent confondu avec un CPE. On est bien d'accord qu'il n'existe pas de CPE dans l'interbranche. Alors oui, exactement. En fait, c'est la problématique ou pas, hein, mais c'est une des problématiques qu'on rencontre dans l'enseignement privé, c'est les nominations des postes. Et il s'avère qu'effectivement, on assimile souvent RVS à CPE. Et CPE, c'est un concours d'État. Et nous, on a une spécificité dans l'enseignement privé que le public n'a pas, d'où la création donc d'éducateurs de vie scolaire, de coordinateurs de vie scolaire et de RVS. Donc effectivement, on peut penser que dans l'approche, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le RVS est bien spécifique à notre branche et on ne doit pas confondre avec un CPE. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Je reviens à Michel Coirier. Est-ce que le CAP AEPE pour exercer le métier d'ASEM, il est obligatoire pour exercer dans les établissements ou facultatif? Non, non, il n'est pas du tout obligatoire, il est recommandé plus, j'ai envie de dire. Par contre, une certification peut être, utile parce que ça permet toujours de mieux s'intégrer, mieux évoluer, évoluer plus rapidement, en somme. Donc c'est important de passer des certifications quand on peut. Justement, qu'est-ce que la certification apporte de plus qu'une absence de certification? Alors, dès lors qu'on a une certification, d'abord, il va y avoir, je pense, au niveau financier, c'est quand même toujours important. Au niveau financier, il va y avoir une reconnaissance dans l'établissement. Et puis, lorsque l'on a passé une certification, on valide quand même un certain nombre de compétences. Les compétences, on peut les avoir, même si on n'a pas de certification. Mais le fait d'avoir une certification, c'est qu'effectivement, les compétences sont reconnues. C'est vrai que ça peut sembler compliqué, mais beaucoup de personnes pensent avoir des compétences. Effectivement, on peut les avoir, les compétences, mais c'est bien de pouvoir les certifier. Merci beaucoup pour ces nouveaux éclaircissements. Alors, je réinsiste auprès de je ne vais pas être timide, du coup, nos spectateurs, n'hésitez pas vraiment à poser vos interrogations sur l'étude, sur son déroulement, sur le métier d'ASEM, sur le métier de RVS. L'objectif, justement, de cette étude, c'était aussi de faire découvrir ces métiers, de donner envie de les exercer et voilà, de faire le point, comme je le disais en introduction, sur les conditions de travail, sur aussi les actions de la branche. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire part de vos commentaires. Dans cette attente, du coup, je me redresse à Cédric Bertrand. Est-ce qu'il existe, Cédric, qui a on va dire, un parcours type pour devenir RVS et est-ce que vous pouvez nous rappeler d'une manière générale les formations existantes pour accéder à ce métier? Alors, en fait, actuellement, il n'y a pas de parcours type à proprement parler parce que dans la branche, il n'existe que deux CQP au niveau de la vie scolaire. Donc, il y a le CQP EVS, éducateur de vie scolaire, et le CQP CVS, éducateur de vie scolaire, coordinateur de vie scolaire. Donc, parcours type, il n'y en a pas. Cependant, ce qui se passe, c'est que certains
font un CQP EVS, puis un CQP CVS, donc pour avoir une assise assez pertinente et gagner en compétences. Et en fait, au niveau des fonctions des RVS, pour justifier leur poste, ils rajoutent des modules de management qu'on n'a pas, des badges de coordination aussi pour permettre en fait de pallier à l'absence de CQP RVS dans notre branche. J'en profite, Cédric, du coup, pour vous poser une question, c'est qui arrive par le biais de notre fil. Quel type de VAE est disponible pour les RVS? Vous avez Alors, une comme j'ai idée? dit, hein, la plupart des choses pour la VAE, il y a le fait de passer quand même le CQP CVS pour avoir une base solide, et tout ce qui est management, des blocs de management et de pilotage. D'accord, merci beaucoup. Je vais aussi demander à Stéphane Gartner d'intervenir, puisqu'il va être plus au fait de pouvoir répondre aux études, enfin aux questions relatives à l'étude. Alors, j'ai plusieurs questions en stock. Alors là, pareil, hein, de manière non hiérarchisée, comme Stéphane nous a présenté parfois ces informations au cours de sa présentation. Stéphane, question très large, hein, mais pourquoi est-il si important en fait d'anticiper l'évolution de ces métiers? Alors, c'est tout l'intérêt, effectivement, là, de la vision prospective qu'on peut faire sur différents métiers que l'on fait. Et donc là, le sujet était ces deux métiers-là. L'intérêt, finalement, de la vision prospective, il est de donner une possibilité de réflexion, notamment pour impacter les évolutions de postes, c'est-à-dire déjà de calibrer des outils que vont nous présenter va nous présenter Sandra Leroll, c'est-à-dire d'avoir des fiches métiers prospectives. Ça permet d'avoir des outils qui, du coup, ont une dimension finalement de métier qui bouge dans le temps, de pouvoir, du coup, savoir de quoi il s'agit et comment va évoluer le métier. Donc, de donner finalement du relief à ce métier-là. Ça va permettre aussi de donner des informations pour faire évoluer la formation et les formations qui sont dispensées pour que finalement les programmes de formation s'adaptent aux évolutions qui auront pu être mises en avant. Donc en fait, tout ça, ça a un objectif de faire bouger les choses pour que les personnes qui ensuite entrent sur le métier ne soient pas prises de court parce qu'on n'a pas anticipé finalement les évolutions. Merci bien. Une question dans le fil de conversation concernant spécifiquement les RVS. Alors, je cite la question. Dans beaucoup d'établissements, des CVS ont des missions de RVS sans en avoir le titre. Vous confirmez, Stéphane, qu'on les a bien intégrés dans l'étude? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, il y a même on regarde la question que vous avez posée d'ailleurs il y a quelques minutes, il y a une confusion parfois même entre CVS, RVS. Donc effectivement, nous, on ne s'est pas attaché juste à ce qui a écrit, on va dire, sur la fiche de poste ou sur le bulletin de salaire, mais ce qui a bien dans l'organisation de l'établissement. Donc nous, on a posé la question à des responsables, à des chefs d'établissement de nous flécher des personnes qu'on pouvait interroger qui exercent ces tâches, qu'elles aient le titre ou non, effectivement. Donc, on a bien intégré cela. Une autre question, hein, je vous ai dit, j'en ai quelques-uns dans ma besace. D'une manière générale, comment est-ce que l'étude en fait a été accueillie par les publics guidés, puisqu'on leur a donné la parole? Comment est-ce que l'étude elle-même a été accueillie? L'étude a été plutôt très bien accueillie, que ça soit d'ailleurs sur les résultats de l'enquête en ligne où on a vu qu'on a eu plutôt un nombre très satisfaisant de répondants, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on lance des enquêtes en ligne, il y a toujours un certain niveau d'incertitude, donc là on a eu plutôt des résultats satisfaisants en nombre. Et puis lors des entretiens, c'est vrai que ça a été, on a toujours été bien accueillis, on a plutôt eu une facilité à ce qu'on nous fournisse des contacts. Et je pense que dans un certain nombre de cas, notamment peut-être au niveau des ASEM,
elles n'ont pas forcément l'habitude qu'on les interroge, qu'on leur donne la parole sur ce genre de travaux. Peut-être que sur les RVS, ils ont plus l'habitude d'être en lien avec finalement des tâches administratives, etc. Donc plus de voix à la parole. Là, finalement, les ASEM, je pense qu'on a notamment eu, lorsqu'on a fait certains ateliers de travail, on a intégré des professionnels, que ce soit RVS ou ASEM. C'était très intéressant finalement d'avoir leur prisme. Et donc, ça a été plutôt très bien accueilli comme étude. Donc, ce qui assure du coup aussi la représentativité des personnes interrogées, comme je l'avais souligné en Exactement. introduction. Tout à fait. D'accord. Tout à Parce fait. que c'est effectivement, on ne peut pas interroger tout le monde, j'ai envie de dire, mais il faut que même Oui. cette représentativité pour que les personnes interrogées, eh bien, soient peut-être bon gré ou mal gré, j'ai envie de dire, porte-parole des autres. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a prêté attention, c'est-à-dire de ne pas se concentrer uniquement sur des établissements qui sont sur une région spécifique, c'est-à-dire d'avoir une répartition territoriale plutôt représentative, d'avoir des personnes qui sont dans des salariés qui sont plutôt dans des petits établissements, des grands établissements, essayer aussi d'avoir des personnes qui sont plutôt en début de parcours professionnel ou plutôt déjà avec quelques années d'expérience. Voilà, on a essayé d'être le plus juste possible pour avoir une représentativité de la réalité du terrain, ce qu'on espère du coup arriver à retranscrire dans les travaux qu'on a pu mener. Merci beaucoup, Stéphane. Je vois du coup dans les commentaires, voilà, qu'il y a un constat qui est fait pour les ASEM, donc je le lis, que de nombreux ASEM ont des difficultés à faire reconnaître leurs compétences auprès de leur employeur et que trop souvent aucune évolution en termes de rémunération, enfin qu'elles n'ont aucune évolution en termes de rémunération alors qu'elles ont les certifications. Donc c'est justement aussi ce que révélait l'étude et l'interbranche, on a conscience et du coup on va agir en conséquence. Je pense que mon On discours avait n'est pas erroné, Michel Coirier. Non, pas du tout. C'est vrai que les OGEC ont parfois du mal à reconnaître les compétences, même quand elles sont validées. Donc, c'est vrai que ça pose question, mais c'est pour ça aussi que la branche va travailler ou travaille déjà sur ces métiers. C'est important. Je complète avec simplement un point, c'est que l'enquête qu'on a menée, les résultats nous ont indiqué que les 2 tiers des répondants, bon, c'est ceux qui ont répondu à l'enquête, mais ça représente quand même quelque chose, 66% sont positionnés en strate 1. Et c'est vrai que c'est un résultat qui interroge quand on regarde finalement les missions qui sont réellement exercées par les ASEM. Pour le coup. Eh bien, très bien, du coup, je vous propose de clore ce temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas eu voilà, si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, donc là, évidemment, je m'adresse à nos spectateurs, eh bien, vous pouvez le faire en adressant du coup un mail à l'adresse qui est affichée à l'écran, hein. Vous l'avez vu, ça fait une dizaine de minutes que cette slide est affichée, donc je la répète, formation@branche-eep.org. Donc, merci beaucoup à tous les trois, hein, Michel Coirier, Stéphane Gartner et Cédric Bertrand, eh bien pour vos contributions et surtout la richesse de vos réponses. Alors, il est maintenant temps de donner la parole à Sandra Leroy, du coup, qui je vous ai dit, qui est responsable de l'Observatoire d'Acto. Bonjour Sandra. Euh, Bonjour, bonjour Nicolas. Alors Sandra, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous présenter en fait les grandes missions de l'Observatoire d'Acto et surtout, je pense que c'est voilà ce qui est attendu aussi par notre public, hein, j'ai un peu fait du teasing tout à l'heure sur les livres de l'étude, eh bien où est-ce qu'on pourra les retrouver? Oui, bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, quelques mots sur l'émission principale de l'Observatoire ACTO, observatoire qui, je pense, n'est pas forcément connu par tous ceux qui nous ont rejoints autour de ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour faire vite, l'Observatoire ACTO joue quand même un rôle clé, en fait, dans la compréhension et l'anticipation des évolutions des 24 secteurs, parce que Acto couvre 24 secteurs au sein de l'OPCO Acto, en réponse notamment aux différents enjeux qui sont posés par la loi Avenir professionnel 2018. Donc, sa mission centrale à cet observatoire, c'est notamment d'accompagner les branches professionnelles dans l'analyse fine, de préférence, des transformations de leur métier et de leurs compétences. Donc, concrètement, ce que fait l'Observatoire, c'est qu'on produit un certain nombre de travaux d'observation à partir de données, on va dire, de statistiques publiques, mais également de données de statistiques qui sont issues du système d'information d'Acto, c'est-à-dire notamment les données formation.
Et également des travaux, notamment de prospective, parce que c'est ce qui nous anime principalement. Et ces travaux de prospective sont réalisés notamment pour anticiper les différents facteurs macro, on va dire les facteurs réglementaires, les facteurs économiques, technologiques, démographiques, sociaux. Voilà, tous ces facteurs qui viennent impacter les secteurs et l'idée derrière, c'est de mesurer l'impact de ces facteurs sur les besoins en emploi, en compétences et bien entendu en formation, ce qui est le cœur, on va dire, des OPCO. Donc, ces travaux, ils prennent la forme, différentes formes. Hein. Ils peuvent être soit prennent la forme de différents livrables, voire différents outils. Ça peut être des analyses prospectives et également des scénarios prospectifs qui sont identifiés dans le cadre de ces travaux pour voir si on est un scénario fort, scénario moyen ou scénario intermédiaire, si on peut dire les choses comme ça. Ça nous permet également d'avoir des outils comme des cartographies prospectives des métiers. Ce sont des outils qui permettent aux branches d'avoir un panorama de l'ensemble de leurs métiers, prospectives parce qu'elles permettent d'identifier l'évolution des métiers. Ça peut être des métiers sensibles, des métiers émergents, des métiers porteurs. Et c'est également à ces outils de cartographie, nous avons un certain nombre de fiches métiers qui sont adossées, qui sont également des fiches métiers prospectives qui permettent très précisément de savoir comment évoluent les métiers. Donc, à cela, on ajoute des analyses de formation et puis également des pistes d'action qui sont un véritable outil d'appui technique qui permet à la branche de nourrir, on va dire, sa politique emploi-formation. Donc, l'objectif final est plutôt clair, hein, c'est-à-dire que l'observatoire, comment dire, sa principale mission, c'est de fournir aux branches des outils pour adapter leur dispositif de formation et bien entendu de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Donc, bien entendu, tout en soutenant le bon fonctionnement de l'appareil productif des entreprises. Et pour finir, les différents travaux qui vous ont été proposés, présentés juste à l'instant, ils sont disponibles, bien entendu, sur le site observatoire d'Acto, hein, observatoire.acto.fr. Sous divers formats. Donc, vous avez le rapport complet, vous avez l'infographie pour chaque métier qui vous a été proposé, la synthèse également pour chaque métier et des fiches métiers prospectives. Bien entendu, sur l'observatoire.acto.fr, vous pouvez trouver également plein d'autres études qui ont été réalisées pour le compte de la branche. Vous avez des enquêtes de satisfaction et d'insertion qui ont été réalisées auprès des bénéficiaires de l'alternance. Vous avez des études prospectives métiers qui ont été réalisées, par exemple, pour le métier de technicien informatique réseau ou de responsable de maintenance de bâtiments et d'espaces verts, et également des études sur le développement de l'apprentissage pour l'interbranche. Donc, du coup, n'hésitez surtout pas à, on va dire, naviguer sur le site pour pouvoir découvrir plein d'autres des études diverses et variées sur la branche et sur d'autres branches que couvre Acto. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur les principales missions d'Acto et sur l'observatoire Acto. Merci Sandra Leroy. Du coup, vous avez désormais apporté clic, on va dire, une mine d'or d'informations. Et vous voyez bien qu'effectivement, ce n'est pas la première étude qu'on réalise pour la branche et qu'elle est le fruit d'une réflexion tout à fait mature. Alors, ce n'est pas ça en a l'air, hein, mais ce n'est pas la conclusion du webinaire. Hein. Ça en a des allures, mais pas encore, parce qu'on vous fera aussi la promotion d'un autre webinaire. Là aussi, je le tease un petit peu dans quelques minutes, puisqu'il nous reste encore quelques-uns avant de définitivement nous quitter. Alors, sur les éléments conclusifs, hein, puisque maintenant nous arrivons effectivement dans la partie conclusive de notre webinaire, je sais que le temps a vite passé. Je m'adresse du coup de nouveau à Michel Coirier. Donc Michel Coirier, est-ce que, voilà, pour conclure sur le métier d'ASSEM, quel message, on va dire, souhaiteriez-vous adresser à nos spectateurs? Alors, comme on vient de vous le dire, donc le travail réalisé par l'interbranche sur les métiers a permis de préparer une fiche métier qui a l'ambition d'être très largement diffusée. En dehors d'un descriptif du métier qui est quand même très clair, on y retrouve également toutes les compétences qui sont associées aux activités qui peuvent être réalisées par une ASSEM. À ceci s'ajoutent les informations liées aux formations possibles, les actions en réseau qui sont sans doute les plus prisées car faciles à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je rebondis sur une des questions puisque il est demandé s'il y a une prise en charge une prise en charge qui est faite par Acto, donc par la branche, pour les établissements de plus de 50. Oui,
il est possible de faire une formation puisque ce sont les actions en réseau et c'est pris en charge sur Capital Compétences. Donc, il faut se rapprocher de la référente dans le secteur géographique. Et l'interbranche pense à la création aussi d'une action de certification qui est non concurrentielle ou qui sera non concurrentielle au CAP AEPE afin de permettre la professionnalisation des pratiques en lien avec le vécu du terrain. C'est pour, par exemple, on pourrait penser créer un badge comme on a fait déjà pour l'immobilier. Enfin, il me semble important de redire que tous les chefs d'établissement doivent bien connaître les entretiens obligatoires en lien avec notre convention collective EPNL. C'est ce qui permet aussi l'évolution dans les différents métiers, et notamment ASEM. Il ne faut pas oublier non plus les classifications. Ça vient toujours compléter cette évolution professionnelle. Et je vous remercie. Merci bien. Et vous avez rebondi voilà, sur des questions qui ont été, notamment sur une question qui a été adressée dans le fil de questions-réponses. Donc, je vous enjoins, puisque le temps d'échange est passé, à les adresser voilà, à l'adresse mail de contact que je vous ai rappelé tout à l'heure et que je vais rappeler dans quelques instants. Cédric Bertrand, je vous demanderai aussi, si vous voulez bien, eh bien nous apporter, de la même manière que Michel Coirier, eh bien, des éléments, on va dire, conclusifs sur le métier de RVS. Et du coup, je vous retourne la question. Eh bien, à quel point essentiel souhaiteriez-vous partager? Merci Nicolas. Alors, je vais aussi mettre ma petite casquette de président de la CPN. Et c'est en lien aussi avec les RVS, c'est que je vais parler au niveau donc de l'interbranche. Au niveau d'un point essentiel, c'est et c'est pareil pour le métier d'ASEM, c'est de diffuser en fait la fiche métier qu'a réalisé Catalyse. Surtout que cette fiche métier, en fait, elle s'appuie sur une étude de terrain qui a été menée en lien avec des responsables de vie scolaire et des chefs d'établissement. Et cette fiche métier, elle a pu clarifier les attendus d'être un responsable de vie scolaire. Et surtout, ça a pu aussi clarifier le fonctionnement de la vie scolaire qui est effectivement différent d'un établissement à un autre. Et comme ça a été dit lors de la présentation de l'étude, on a environ 2100 RVS dans tous nos établissements qui assurent cette fonction d'encadrement supérieur. Et on peut se rendre compte aussi que c'est un vrai rôle de pilotage qui est d'être RVS. L'étude aussi, elle a pu mettre en avant les spécificités du métier de responsable de vie scolaire, car comme on le sait, elle est souvent confondue avec le métier de CVS. Et comme j'ai pu lire tout à l'heure dans les questions, on se retrouve avec des CVS qui ont, soi-disant, ce que je vais mettre des guillemets, les mêmes missions que RVS. On peut savoir en fait que cette confusion, elle est en partie due à ce genre de problématique, mais aussi en fait, c'est qu'il n'y a pas de réel CQP RVS. Et contrairement au CQP CVS qui est quand même en place depuis plus de 10 ans. Donc c'est pour ça que beaucoup de salariés choisissent de partir sur un CQP de CVS qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une première étape, parce qu'ils sont obligés de compléter par des modules, voire des blocs pris par là au niveau du management d'équipe et du pilotage stratégique d'activité, tout en ayant aussi une gestion de projet. Et le dernier point essentiel, et je finirai par ça, c'est les actions en réseau que la branche essaye de valoriser. Ça permet en fait d'être un levier pour permettre de jouer un rôle clé, ne serait-ce que pour un départ en formation des salariés et surtout en fait pour partager les expériences entre pairs. Donc voilà, je vous remercie. Merci à tous les deux. Alors, le moment est venu de clore ce webinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que je ferai une petite promotion. Effectivement, alors on a un prochain webinaire qui est consacré à une autre étude, qui est une étude prospective sur les métiers accessibles par la voie de l'apprentissage, qui se tiendra le jeudi 6 novembre de 13h30 à 14h30. Alors, le lien pour vous inscrire vous sera envoyé demain, puisque voilà, la machine est programmée, j'ai envie de dire, pour vous les envoyer les mails demain de la même façon. On vous a envoyé ce mail d'invitation à ce webinaire pour l'étude ASEM RVS. Et voilà,
cette nouvelle étude sera présentée, sera réalisée, a été réalisée, pardon, avec l'interbranche EEP, l'Observatoire d'Acto, et cette fois-ci le cabinet Paradox. Donc, rendez-vous le 6 novembre. Vous pourrez retrouver bien sûr cette vidéo en replay sur le site de l'Observatoire d'Acto, et nous restons à votre disposition pour poursuivre les échanges grâce à cette cette adresse mail de contact formation@branche-eep.org. Avant de nous quitter définitivement, un grand merci aux établissements et aux salariés qui ont participé aux travaux, aux partenaires sociaux, aux membres de la CPNEFP EEP, au secrétariat technique de l'interbranche, aux équipes d'Acto, ainsi qu'à toute l'équipe du cabinet Catalyse, et bien entendu à vous toutes et à vous tous pour votre écoute et votre participation. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à bientôt.